On a souvent entendu le vieil adage qui dit « Ce qui tue pas rend plus fort ». Bien, ma prochaine invitée, je peux vous dire que cet adage-là, elle vient lui donner tout son sens. C'est une femme de théâtre. C'est une femme qui est avant tout une mère de famille, attentionnée. Je vous laisser imprégner et inspirer par cette légende qui saura sans doute vous aider à vivre votre légende pour attirer le bonheur. Donc voilà, je vous présente sans plus tarder cette femme exceptionnelle, cette légende inspirante, Aline Carrier. Ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de t'avoir parmi mes légendes, parmi les gens que je considère très inspirants pour moi. Et si ça l'a été pour moi, je me dis que ça peut l'être pour plein de personnes. Comme tu travailles, quand tu dis des réinsertions sociales Oui. à Vallée-Jonction, ici, un centre d'ex-détenus ou de gens qui veulent s'en sortir puis qui... Mais c'est ce qu'on appelle une Hein? maison de transition. C'est quoi la formation que ça prend pour aller là? Puis qu'est-ce qui a fait qu'Aline Carrier a été une personne ressource pour ces hommes-là qui ont le goût de s'en sortir en quelque part? Oui. C'est les aléas de la vie. Hein? Moi, je dis toujours, à un moment donné dans ma vie, j'ai rencontré une thérapeute pendant 2 ans de temps, puis elle me disait à un moment donné, au plus creux de ma dépression, elle disait, toi, on ne sait pas qu'est-ce qui t'attend. On ne sait pas ce que tu vas faire dans le futur. On ne sait tellement pas. Mais elle me disait toujours, fais confiance. Fais confiance, ça va t'emmener où est-ce que tu dois aller. Ouais, t'écoutes ça, hein? Tu dis OK. Ouais. OK, C'est pas, merci madame, ouais. mais pour moi, c'était tellement pas clair. Ouais. Et à un moment donné, ça part justement, je mets le pied dans la commission scolaire un jour pour aller enseigner le français à Sainte-Justine, pas loin de Lac-Etchemin. Pour la fin de l'année scolaire, je fais un remplacement et première, deuxième, secondaire en français. Bon, je suis là. J'avais déjà enseigné le français de toute façon. Et je m'en vais là, OK. Puis là, sans trop savoir, je venais de mettre un pied dans la commission scolaire. Je l'avais déjà fait, mais là, c'était un peu plus solide. Je venais de finir mon bac en théâtre à l'Université Laval. Et là, je m'en vais là. Puis l'année d'après, on m'appelle, « Bon, Mme Carrier, on aimerait ça que vous veniez enseigner le théâtre à la polyvalente de Saint-Georges, mais vous auriez un complément de tâche en déficience intellectuelle. » OK, c'est beau. Complément de tâche, OK. Alors, je débarque là en théâtre, oui, secondaire 3, 4, 5, mais j'avais ce complément de tâche-là, mais on ne m'avait pas dit que c'était en déficience intellectuelle profonde. Aucune connaissance par rapport à ça. Connaissance en théâtre, sans problème. Mais c'est la réalité des enseignants aussi dans les écoles. On a des compléments de tâches si on veut avoir un 100%, puis on va prendre ce qu'on nous offre. Ouais. Bon, moi, étant très aventureuse, j'ai fait, oui, OK, je vais y aller. Ça fait que là, c'est ça. Et ces gens-là ne parlent pas. Ils ont dans la tête à peu près 3 ou 4 mois, pas plus. Alors, c'est de la déficience profonde. Et je développe un attachement à ces gens-là hors du commun. Alors, je leur fais faire, bien, tu me vois venir, je leur ai fait faire une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre qui a duré à peu près une quinzaine de minutes, mais personne n'avait fait ça avec cette clientèle-là. Et tout le monde me regardait aller, puis il fait « C'est qui elle? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire là? » Alors, j'emmenais ce que je me suis aperçue et ce que je m'aperçois encore avec tous mes élèves, au lieu de les tirer vers le bas, je les tire vers le haut, moi. Ouais. Ça fait « Ils vont être capables. » Ils vont être là, ils étaient là. Des gens me disaient « Mais voyons, qu'est-ce que tu fais? » J'ai dit « Laissez-moi aller. Laissez-moi aller. » Et là, je les ai emmenés à présenter une pièce de théâtre sur la scène de la polyvalente de Saint-Georges, comme les autres élèves, un dimanche après-midi où toutes les familles et amis étaient invités à assister à ça. J'ai assisté à des émotions
des grands-papas qui voyaient leur petite fille en train de Enfin jouer, la faire petite quelque fille chose. qui était en chaise roulante sur des muettes, qui était sur la scène et qui était éclairée comme les autres et qui pleurait à chaudes larmes. Wow. C'était extraordinaire. Et alors, je les ai emmenés à des endroits que personne ne les avait emmenés, puis j'étais bien avec eux. Et il y avait des enseignantes en DI qui me disaient, « Tu n'as jamais étudié là-dedans, toi? Ouais. » J'ai dit, « Non. » Bien, on dit, « Pour moi, tu es tombée dedans quand tu étais petite. Tu as saisi tout de suite, c'est qui ces gens-là? » Outre les enseignants qui étaient là dans le département, il y a des directions d'école aussi qui m'ont regardé aller puis qui ont fait « Attends une minute, elle. » Il y a quelque chose. Il y a quelque chose là, puis elle fait des choses que des autres ne font pas, il faut la garder. Parce qu'il faut savoir que je n'ai pas de bac en enseignement, moi. C'est ça, j'ai 21 ans de scolarité et j'ai fait le conservatoire qui est considéré comme un bac à l'université et j'ai fait un bac aussi en mise en scène en théâtre. C'est ma formation. Ça fait que c'est ça que j'ai fait. Et après ça, mais ça me sert à tous les jours, par exemple. Toutes ces connaissances-là me servent chez l'humain. Et là, la commission scolaire va m'offrir une tâche d'enseignement très disparate. Et ils m'ont dit, c'est une tâche d'enseignement, c'est un 100% de tâche, le prends-tu? Alors, j'ai dit oui à de la déficience intellectuelle à l'Association des personnes handicapées de la Chaudière. J'ai dit oui aux ex-détenus au CRC. Ensuite, bon, chez Coup de pouce, je travaille aussi avec des ouvriers dans l'usine de Coup de pouce. Je les rencontre. On a une classe dans l'usine où est-ce qu'on va parler de différents sujets. Ensuite, bon, il y a eu les aînés aussi. Alors, c'était cette tâche-là. Ils m'ont tous regardé en voulant dire « Ah, vas-tu accepter ça? » Et moi, j'ai dit oui à ça parce que c'était des défis, parce qu'on comprend bien, c'est des préparations de cours différentes pour chacune des clientèles. Il n'y a rien, j'ai enseigné le théâtre à un moment donné en déficience intellectuelle, ce qu'on appelle aux sources, à Saint-Georges, qui est juste à côté de la polyvalente de Saint-Georges. J'ai enseigné là 2 ans et demi, où j'ai fait mes classes. Là, vraiment, j'ai fait mes classes aux sources. Je leur enseignais la cuisine. Alors, moi, c'était des recettes de Jimmy Oliver. Il n'y avait rien de moins. Les élèves, on tripait ensemble à faire des recettes qu'on allait manger par la suite. On aimait ça. J'aimais ça, cuisiner avec ces gens-là. Ça a été formidable. J'ai monté 2 pièces de théâtre avec eux, mais ce pas des pièces que j'avais écrites. J'ai mis en place, justement, j'ai adapté pour eux un processus de création qu'on appelle les cycles repères. Et on a monté 2 créations. C'était leurs idées, c'était leur monde et leur façon de penser aussi, leur façon de créer. Et il y a la deuxième qu'on a créée ensemble, ça l'a valu justement à la commission scolaire le prix d'excellence de la Fédération des commissions scolaires du Québec. Et là, j'étais allée au nom de tous mes élèves recevoir le prix aux Reines Élisabeth à Montréal et j'ai reçu le prix des mains de Julie Payette. C'était pas rien non plus. Alors, ça a été, puis elle m'avait dit, « Madame, quel beau projet. Ça donne du gaz. Ça donne du gaz pour continuer. » Là, ça te fait dire, là, je suis à bonne place. Je suis à la bonne place. Alors, il va y avoir justement la rencontre avec mon conjoint, Jean. Et là, nous, ça a fait, oui, on va avoir 4 enfants. Et on a eu 4 enfants. Voilà. Il y avait les enfants aussi, on a eu 3 enfants quand même, en 18 mois, des jumeaux, ensuite la 3e qui est arrivée, et finalement le bébé. Alors, on a eu 4 enfants, Jean et moi, en 5 ans. Ça fait que, c'est ça, on n'a pas trop chômé. Mais à travers tout ça, j'avais mon métier de metteur en scène, Jean qui avait, lui aussi, ses occupations, les enfants. Oui, tu es dans la culture, mais tu fais une partie de bénévolat aussi à travers de ça. Ça fait que, c'est ça, ça l'a bien alimenté. Et notre vie, mais c'est ça, à un moment donné, en 1994, dans le temps du 250e de Sainte-Marie, où j'étais, je ne sais pas combien de productions, de projets, j'ai arrêté de les compter à un moment donné, va arriver une fatalité par contre, en plein cœur des fêtes, j'ai un cancer du sein. Alors, le premier cancer va arriver et durant l'été, les fêtes ne sont pas encore terminées, je vais être opérée pour le sein droit. Alors, il y a une ablation de partie de mon sein que je vais perdre à jamais. Et les traitements de radiothérapie qui vont arriver aussi à l'automne. Alors, il faut savoir que les enfants ici sont jeunes.
Et là, c'est ça, là, ça va être un premier coup très, très fort qui va me ralentir, malgré moi, hein, c'est ça. Et il va falloir que ma santé, j'y vois du mieux que je vais pouvoir. Mais j'ai un tempérament aussi. Alors, quand les traitements vont être terminés, que je vais reprendre aussi de la santé, le rythme va reprendre aussi. Qu'est-ce qui arrive quand on apprend la nouvelle d'un cancer? C'est que le prochain, on ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver. Entre les deux, on dit « je vis à 200%. Parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir, moi. La mort a traversé mon corps. Quand est-ce qu'il va la traverser à nouveau? Je ne sais pas. Alors là, ça part. Et c'est reparti de plus belle. Et je vais être une gourmande de la vie parce que j'ai failli la perdre. Alors, tous les gens qui ont eu des cancers vont avoir exactement le même discours que moi. On va faire attention un petit bout de temps, mais à un moment donné, ça fait « go, on est parti, ah, regardez-moi bien aller ». Et c'est ça qui est arrivé aussi. Je mettais les bouchées doubles, triples dans tous les projets qui me gardaient vivante. Ça, pour moi, c'était tellement important parce que je ne voulais pas me laisser mourir à petit feu. No way. Je ne voulais rien savoir par rapport à ça. Alors, je mets les bouchées doubles jusqu'en 2001 où le deuxième cancer va arriver. Et là, ça va encore me ralentir. Même procédé, opération, traitement de radiothérapie. J'étais chanceuse dans ma malchance. Je n'ai jamais eu de chimio. Les cancers ont été décelés à temps. Quand on a un premier, tu es suivi. C'est incroyable. Et aussitôt que je dis à mon médecin, hey, je me sens de même. Ah oui, tu te sens de même, toi? Vous imaginez l'épaisseur de mon dossier médical. Et c'est ça, puis tout de suite, les tests, tout s'ouvre devant moi, c'est certain, à cause des antécédents de cancer. Alors, oui, 2001, c'est encore, un autre coup dur pour moi, pour ma santé, pour mon moral aussi. À chaque fois, il faut que je me batte. Je suis une battante. Je suis une battante comme la plupart des gens qui ont eu des cancers. On est tous des battants parce qu'on se dit « OK, la vie, regarde-moi, hein, je continue encore une fois ». Et là, je vais arriver en 2003, je me suis quand même présentée à des élections, il ne faut pas oublier ça. C'est vrai, hein? C'est vrai, J'ai fait une campagne électorale, moi. Et moi, je me relevais d'un cancer, là. Et là, ça fait OK, go, élection municipale, ensuite élection provinciale. Et j'ai perdu mes élections, puis ça fait, mais quelle expérience de vie! C'est ça, une campagne électorale par rapport au provincial, avoir un comté, une circonscription à parcourir. Je vais vous dire, c'est une leçon humaine. Puis les gens qui ont fait des campagnes électorales, on se reconnaît, hein? Puis quand on se serre la main, c'est que quand on décide d'y aller, comme on dit, là, on y va-tu? Oui, on y va. C'est des expériences humaines hors du commun, ça aussi. Je suis tellement contente de l'avoir fait. Il y a eu une défaite, mais dans la défaite, il y a eu une réussite aussi. Ça n'a pas de bon sens. Comment ça fonctionne? Tous les gens que j'ai rencontrés. Tu rentres dans un restaurant, là, quand est-ce que tu peux faire ça, serrer les mains à tout le monde? C'est parce que tu as ta photo sur un poteau qui te permet de faire ça. Alors, j'ai eu des confidences. On ne peut pas s'imaginer. Puis ma grande amie Agnès Maltais, j'ai partagé ça aussi à un moment donné. Elle dit, c'est ça, Aline, on arrive, on est dans des cuisines, puis on jase. On peut jaser parce qu'on a ce privilège en campagne électorale de s'immiscer dans la vie du monde. Puis c'est ça, moi j'ai vu des hommes pleurer au centre d'achat à Saint-Joseph. J'ai une image d'un homme qui me dit, Madame Carrier, venez ici, j'ai à vous parler de quoi? Et qui m'a parlé de quelque chose de très intime et qui rejoignait la totalité de la société québécoise aussi. Mais je recevais, j'accueillais ces confidences-là. Ça a été merveilleux, ça a été magique, ça a été formidable, en tout cas, comme expérience de vie. Alors, et là, tu arrivais ça après ton deuxième cancer, là. Oui, je vivais ça. Fait que on a passé au travers, let's go, on a une étape de plus, une expérience de plus. Vie. C'est ça, c'est pas, je me contentais pas de rien non plus. J'ai dit, une campagne électorale provinciale, pourquoi pas? Et là, après ça,
tout est bien allé. Au beau fixe, il n'y a pas rien eu d'autre. Ben là, je vais m'inscrire à l'université. À 45 ans, je m'inscris à l'Université Laval pour faire mon bac en mise en scène théâtre. Et c'est ça. Alors, ça, c'est venu, cette décision-là, parce que j'ai participé aussi avec des jeunes de la Polyvalente Benoît Vachon à des festivals de théâtre. Hein, un peu partout, en Roumanie, en Espagne, en Belgique, en France surtout. Et là, c'est ça. Puis on avait des débats. Puis là, les metteurs en scène avaient une notion théorique et pratique du théâtre. Moi, j'avais une notion plus pratique, parce qu'au Québec, c'est de la théorie et de la pratique. C'est séparé. Et alors là, j'ai fait, ben moi, j'aimerais ça aller chercher ma théorie théâtrale. Et je suis allée, puis j'ai fait mon bac en théâtre, en mise en scène. Et j'ai commencé aussi une maîtrise qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Et là, c'est ça. Et bon, là va commencer, hein, je vais être auxiliaire d'enseignement à l'université parce que j'étudie et j'enseigne. À un moment donné, on va me proposer une charge de cours aussi en théâtre. Alors, dans le programme théâtre, j'ai enseigné à peu près 4 cours différents. Et j'ai été assistante de recherche aussi avec Mme Irène Roy, qui, elle, bon, c'est une post-doctorante. Okay. Alors, elle, c'est vraiment... Mais ça, chronologiquement, là, tu as déjà passé tes 2 cancers, tu as fait ta campagne, puis là, tu t'es inscrite à la... J'ai fait mon bac en enseignement, Okay. J'ai commencé une maîtrise, j'enseigne. Et en 2005, va arriver le 3e cancer. Et là, ça va être la descente aux enfers parce que je suis extrêmement fatiguée à ce moment-là, je suis épuisée, je m'en rendais pas compte. Mon corps ne suit plus la cadence et le plus petit cancer des 3, qui est sur le nez, tout simplement, va me jeter à terre et là, je vais rentrer dans une profonde dépression qui va durer à peu près 2-3 ans. Et là, ça va être vraiment, vraiment pénible. Alors, je ne veux plus voir personne autant que j'ai été vers le monde pendant toutes ces années. Là, j'ai besoin, à cause de la dépression, je vais être toute seule chez moi, je ne veux plus voir personne, je ne sors plus, je vais faire quelques petites activités sans plus. Je n'ai plus le cœur à rien. Et je vais avoir quand même la brillance d'esprit, de qu'est-ce qui va me rester de brillance d'esprit, parce que j'en ai plus. Une bonne amie à moi qui me dit, elle est déjà en thérapie, puis puis elle me parle de sa thérapeute, elle m'en parle. Et là, je me vois encore, je reviens de Rimouski, de chez un ami, puis je me sentais pas bien. Et je l'appelle sur le chemin du retour, puis j'ai dit, donne-moi le numéro de téléphone de ta thérapeute. Ça urge. Elle dit oui. Et la thérapeute m'a prise une semaine après que je l'ai appelée parce qu'elle a senti que c'était qu'il y avait une détresse et que c'était là. C'était pressant. Alors, pendant 2 ans de ma vie, à chaque matin que je vais me lever, je vais penser à me suicider. Alors, pour moi, la vie, elle est pénible. Il y a des problèmes que je vis qui ne sont pas réglés depuis longtemps et qui veulent se régler. Alors, mais entre-temps, et c'est un pacte que j'ai avec ma thérapeute, 24 heures sur 24, elle est à ma disposition. Si je veux commettre l'irréparable, il faut que je lui téléphone avant de commettre l'acte. Alors ça, c'est entendu. Et tu t'es engagé dans ça. Oui. Et elle ne savait jamais, elle va me le confier des années plus tard, elle ne savait jamais d'une semaine à l'autre si j'allais être là. Tellement ma détresse est grande. Tellement que l'idée du suicide est là, présent. Et cette idée de suicide, des fois, il revient de temps en temps. Et avec ma thérapeute, j'ai appris à pas dire « Ah non, pas encore, non ». Il fait partie de ma vie. Ces idées-là font partie de ma vie. Je ne les combats plus. Elles m'accompagnent. C'est le même. Je suis fabriquée de même. Je suis construite comme ça. Alors, l'idée arrive et s'évanouit, tout simplement. Alors, c'est comme ça que la thérapeute m'a appris à vivre avec cette idée. Puis je sais que dans le courant de la journée, ça partait. Et le lendemain matin, ça revenait. Et ça s'estompait ça s'était estompé avec les années. On ne parle pas de mois, mais d'années. Il a fallu que je vive avec ces idées-là, de continuer à me réaliser. Je ne faisais pas de bruit. Il y a eu quelques années, le monde ne m'entendait pas vraiment parler de moi. Puis c'était parce que j'étais en dépression profonde.
C'était aussi, bon, la ménopause. La ménopause nous change beaucoup. Il y avait comme un concours de circonstances qui a fait, ça a été explosif, puis ça m'a jeté à terre. Et je suis comédienne et ça n'a pas trop paru. Ouais. On est capable, dans ces moments-là, de paraître très correct, très normal, très au-dessus de nos affaires. Quelqu'un, là, puis surtout comédienne, les gens peuvent ne pas s'en apercevoir du tout. Puis quand tu reviens chez toi, seul avec toi-même, là, c'est autre chose. C'était d'autres choses. Je pleurais dans le fond de mon lit. Même ici, les enfants l'ont appris des années après. Aïe, hein? Pour te dire comment ça paraissait pas. Je sauvais le bateau, mais dans mon intimité, ça a été... Là, c'est là que c'était le face-à-face. Et le face-à-face, c'était aussi avec la thérapeute. Là, il y a des gens qui vont se reconnaître dans ce que tu viens de dire, là, qui peut-être sont dans cette situation-là Ça se peut, aujourd'hui. oui. Puis, toi, tu l'as dit tantôt, là, il te restait une bonne chose que tu as faite, c'est d'aller consulter, d'aller te chercher de l'aide. Oui. Et de l'aide, je te pour dire, qui est capable d'aider. Hein, on peut en parler à notre ami, on peut en parler. Ça peut être correct, mais s'ils ne sont pas bien outillés pour nous aider à sortir de ça, c'est peut-être pas les bonnes personnes non plus à qui en parler. Non, Hein, parce que, puis je l'avais bien saisi aussi, il y avait l'ami qui m'avait proposé cette thérapeute, c'est avec elle que j'en parlais le plus parce que on avait des cheminements quand même similaires. Mais c'est ça. Mais je savais que les gens autour de moi ne pouvaient pas entendre ce mal-être, qui était trop grand. Il était trop grand, il me dépassait moi-même et ça me prenait une professionnelle pour pouvoir entendre ce que j'avais à dire. Alors, c'était vraiment, oui, je pouvais en parler à deux personnes, deux grandes amies qui sont encore là près de moi, mais autrement, j'en parlais même pas ici, même pas ici. Alors, tu vois, c'était très, très caché. C'était pas la meilleure façon non plus. Mais il y avait des exutoires, par exemple. Il y avait des endroits spécifiques où est-ce que je pouvais en parler. Et c'est à partir du moment, ça, c'est à retenir parce qu'on pourrait se dire comment on rebondit de ça. C'est quoi? oui, Il est où le pouvoir de résilience, là? Et c'est ça. Puis cette personne, la thérapeute, j'étais au fond du tonneau, dans le fond, quand tu penses à te suicider, puis j'avais des scénarios. Je suis bonne, moi, des scénarios. En plus. C'est mon métier, moi, de faire des scénarios. J'en ai fait, moi, des scénarios. Et c'est ça, puis la thérapeute qui m'a sorti de tout ça, puis au fur et à mesure qu'elle me sortait de ce trou-là, c'est là que j'ai réglé des problèmes fondamentaux qui ont fait en sorte qu'ils m'ont jeté là. Alors, je remontais de ça, moi j'appelle ça de ma vase, de ma swamp. Là, des fois, la thérapeute, elle me disait, bon, on va aller au fond de toi. J'ai dit, oui, viens-t'en avec moi, on va aller dans ma swamp, pour te dire comment c'était, là. Et elle m'a sorti de là pour, justement, commencer à voir la lumière au bout du tunnel, qu'il fallait que je me sorte de ça. Parce que ça me faisait... Ouais, OK, je pensais au suicide, mais Christy, que la vie, par exemple, la vie m'attirait, là. Elle me tirait aussi. Mais je ne voulais pas retourner dans la vie sans avoir réglé ces problèmes-là. Ça a fait, oui, ce courage-là que j'ai eu de retourner aux études, de faire une campagne électorale, de revenir ici. Je suis une battante, mais ça va me servir là aussi, par exemple. Je vais être une battante pour me sortir de ma swamp, mais je vais en sortir avec des réponses à mes questions, à mes mal-être. Je voulais régler pour vivre une nouvelle vie. Et c'était une résurrection, carrément une résurrection. Et là, ben, je continue. Puis ma thérapeute, c'est là que j'ai compris qu'est-ce qu'elle m'a dit. À cause de ce que j'ai fait là, ce travail-là sur moi, où est-ce que c'était l'humain fondamental de ce que je suis réellement, puis je m'étais perdue à un moment donné, je me suis enfin retrouvée et j'ai travaillé profondément sur moi et maintenant, ben, ça sert dans mon enseignement. Ça ne peut pas faire autrement. Alors, je suis tributaire de tout ce cheminement qui a duré 3-4 ans. C'est long, hein, de régler nos problèmes, puis j'en règle encore. C'est pas fini. C'est tellement pas fini, mais ce cheminement-là, cette mise en train que je me suis offerte, me permet aujourd'hui d'être une enseignante qui paraîtrait qu'elle n'est pas pire. Oui, exactement. Bien, c'est pour ça que c'est important que quand que tu t'es décrite au début, tout ce que tu fais, le spectre, puis
écoute, tu fais tellement... Quand je dis c'est le fun, on est bien en ta présence, c'est rassurant. Il y a quelque chose d'indescriptible, mais qui fait du bien. Mais en fait, c'est tout ce cheminement-là. Puis les gens à qui tu enseignes, ils le sentent, ça aussi. Tout le monde qui est en contact avec toi le sent, parce que tu es une personne vraie, intègre, puis ce bagage-là te sert aujourd'hui, puis rayonne. Fait que c'est un peu... moi, j'espère que ceux qui entendent ton témoignage aujourd'hui, ils voient de l'espoir, ils voient de l'enseignement, ils voient des similitudes qu'ils peuvent appliquer à leur vie, à eux, pour être capable d'arriver à ce niveau-là et de continuer. Là. Je l'ai compris tantôt, tu t'es rendu à une étape qui est très humainement intéressante, qui satisfait, mais en même temps, c'est un cheminement qui continue, qui est en continuelle évolution. Tout à fait, puis tu as tellement raison parce que les gens autour de moi évoluent. C'est ça, hein, être en contact avec tout le monde. Tout le monde est en contact avec tout le monde. Ça, il ne faut pas oublier le tissu, le grand tissu humain. Ça, c'est fondamental. Et moi, je dis toujours à mes élèves, je vous en apprends, mais vous m'en apprenez tellement. Ça fait peut-être cucu, mais c'est ça pareil. C'est ça pareil. Moi, je dis toujours, quand je commence une semaine, hein, je suis Aline du lundi, bien, la Aline du vendredi est même plus pareille que celle du lundi parce que je me fais tellement charroyer par mes élèves, puis j'ai cette ouverture-là à me laisser charroyer. Les aînés me rentrent dedans, les enfants me rentrent dedans, les ex-détenus aussi, que j'aime d'un amour profond, me charrient partout aussi. Les gens en déficience intellectuelle, ils m'arrivent avec des façons de voir les choses, la leur, et que ça me fait prendre conscience. Ben oui, c'est leur perception. Mais donc bien bonne. Hein, j'étais ce matin avec des gens chez Coup de pouce et on parlait de la communication non violente et c'est des thèmes qu'on aborde avec eux. Et là, c'est ça. Puis là, il y a quelqu'un qui parlait de quelque chose. Il y a une autre qui est intervenue, puis elle dit « Ouais, mais je pense qu'il y a un problème dans ta façon de percevoir la communication. » J'assistais à ça, ça fait « Oh, wow! Oh, wow! » Par eux, j'approfondis des connaissances parce que ça passe par l'humain, ça passe par des expériences de vie, ça passe, et moi, je reçois ça, je redonne ça, alors ça me change tout le temps et ça me fait grandir. Mes élèves, j'arrête pas de leur dire, moi, hein, on parle beaucoup dans ta conférence aussi, hein, d'être à sa place dans la vie. Je suis à ma place actuellement et je ne l'ai jamais autant été dans ma vie, dans l'enseignement. C'est ma place. Quand je faisais des mises en scène avec les jeunes à Polyvalente, je faisais des mises en scène, mais je leur enseignais le théâtre. Je vais terminer en te posant une question. Un jour, ce sera le dernier. Ce sera notre dernier jour. Et quelle est la légende que tu aimerais que les gens racontent sur Aline Carrier? Si je mourais demain, ce serait, je crois, la persévérance. Comment j'ai été persévérante et constante. C'est ça enseigner, hein? C'est jour après jour, on voit l'évolution des élèves, mais cette constance-là et la persévérance aussi, j'ai un moment difficile à vivre, de croire au pouvoir de résilience. Ça, je pense que les gens autour de moi m'ont vu aller. Hein, ils ont dit oui, OK, elle, oui, il est arrivé des épreuves, mais tu vois, elle sourit encore parce que je suis dans une constance, une persévérance de la recherche du bonheur. Alors que les gens se souviennent de moi comme ça, qui eux autres mêmes vont trouver leur place dans le monde où est-ce qu'ils vont faire vibrer les gens autour d'eux et que ça se fait non pas sans effort. C'est ça. Persévérance, persévérance. Et constance. Et constance. Oui, c'est que moi, je dis toujours à mes élèves, la constance mène inévitablement à la persévérance. La persévérance toute seule comme ça n'existe pas. Elle est dans le quotidien, du jour après jour, du 15 minutes en 15 minutes, mais le bonheur, il est là, et dans des petites choses. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette rencontre avec cette femme de cœur exceptionnelle, cette grande dame qui a mis l'humain au centre de sa vie.
C'était, j'espère, inspirant. Cette grande légende, Aline Carrier, qu'elle vous inspire à vous aussi vivre votre légende pour attirer le bonheur.